Bien, bonjour Alexandre Ouattara. Je suis très content, de pouvoir te parler et puis de faire une interview pour le site Arcotova. L'idée qu'on a eue ensemble et le sujet que tu proposes, c'est l'UMAC de Bordeaux qui a commencé à partir de 2008-2009 au moment de la grippe H1N1. Donc il y a eu une vraie nécessité de créer une UMAC. Donc ça serait intéressant de savoir comment elle a évolué. Et puis au final, dans l'épidémie actuelle du Covid, est-ce que l'UMAC de Bordeaux a eu un rôle particulier? Donc, si tu veux bien répondre à toutes ces questions et tu vas nous faire une présentation PowerPoint sur cette UMAC. Merci Alexandre. Bien, merci Philippe de donner l'opportunité de discuter avec vous. Merci à Arcotova de donner la parole. Donc effectivement, l'unité mobile. Alors, comme tu l'as dit, l'unité mobile à Bordeaux a débuté en 2009, mais finalement, la création d'une unité mobile, c'est le corollaire de ces travaux qui rapportent finalement qu'on ne fait bien que ce qu'on fait souvent. Et vous voyez ici sur ce diaporama le risque de mortalité des patients, que ce soit des patients pédiatriques ou des patients adultes, en fonction du nombre d'ECMO qui est réalisé de façon annuelle. Et on voit très bien que plus on fait des assistances, plus cette mortalité est réduite. Et quand on essaie de regarder les choses d'un peu plus près sous la forme d'un odds ratio ici ajusté, on va s'intéresser ici qu'à la population adulte, ben vous voyez que c'est autour d'une vingtaine d'ECMO annuels qu'on obtient un odds ratio significativement diminué. Alors ça, c'est un aspect, on va dire, quantitatif de la problématique. Associé à ça, il y a un aspect, on va dire, qualitatif qu'on trouve surtout dans des études qui se sont intéressées à la prise en charge du choc cardiogénique traité par de l'assistance circulatoire. Mais en tout cas, toutes ces études montrent bien que si on s'intéresse au choc cardiogénique au travers d'une choc team, hein, d'une équipe multidisciplinaire, le plus souvent composée d'un réanimateur, d'un cardiologue et d'un chirurgien cardiaque et bien sûr de perfusionniste, et ben on améliore donc la survie de ces patients. Et tout ça aboutit à des recommandations ou plutôt des avis d'experts qui identifient, vous voyez ici, comme des centres de niveau 3, des centres d'experts qui vont permettre donc de proposer à tous les patients des assistants ou respiratoires, des programmes de transplantation et surtout, vous voyez, une unité mobile qui sera disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Une nouvelle fois, définir des centres experts, ça impose de définir finalement un maillage territorial pour que tout patient puisse bénéficier de ce type d'assistance. Alors, nos unités au sein du service d'anesthésie et réanimation du groupe hospitalier Sud se définit naturellement comme un centre expert de par son activité. On a une activité thoracique et cardiaque sur des patients pédiatriques ou des patients adultes. On réalise à peu près 1600 CEC à l'année. C'est entre 15 et 20 transplantations cardiaques et 15 à 20 assistances de longue durée. C'est à peu près le même nombre de patients qui bénéficient d'une transplantation pulmonaire. Et puis par an, on va à peu près implanter une soixantaine de patients, soit par ECMO, associés parfois à des INPEA. On va mettre à peu près 10 à 15 ECMO pour des indications qui sont des SDRA réfractaires. Et cette unité cardiothoracique, elle s'articule autour de 45 lits exclusivement dédiés à cette pathologie, avec une équipe qui est composée à peu près d'une trentaine de médecins. À côté de cette forte expérience, on va dire, de pratique clinique, ces unités sont impliquées dans un des diplômes universitaires que j'ai la joie et l'honneur de coordonner. C'est un diplôme universitaire de l'Université de Bordeaux sur l'assistance et la CC. Nous avons mis en place, il y a maintenant 7 habitants, un congrès national qui s'appelle les CAPSO, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Et puis enfin, comme toute équipe académique, on écrit des publications scientifiques et puis on participe à des congrès internationaux.
me semble pas avancer. C'est bon? C'est bon? OK. Alors, comme Philippe vous l'a dit, nous avons mis en place notre unité mobile d'assistance circulatoire en septembre 2009 sous l'impulsion du professeur Gérard Janvier, qui est un professeur visionnaire. Et lors de la grippe H1N1, il avait très rapidement compris qu'il y aurait nécessité donc, de développer ce process. Alors, c'est une unité qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. La particularité, et de par ce que je vous ai décrit dans la diapo précédente, c'est qu'elle va prendre en charge à la fois les adultes et les enfants. Elle va s'intéresser au choc cardiaque réfractaire, mais également au SDRA réfractaire. Depuis le début, nous l'avons composé en fait d'une équipe multidisciplinaire, hein, des réanimateurs, des chirurgiens cardiaques et des perfusionnistes. Et puis enfin, il y a une collaboration extrêmement étroite, très étroite avec l'équipe du SAMU, sans qui on n'aurait jamais pu mettre en place ce système. Alors, en fonction de l'indication, la prise en charge et surtout l'admission dans nos unités de soins cliniques va finalement dépendre de l'indication pour laquelle l'équipe va partir. Soit ça sera en fait un SDRA réfractaire chez l'adulte et à ce moment-là, ce sera l'équipe de réanimation thoracique qui prendra en charge ces patients. Soit c'est une indication pour un choc cardiologique très sévère et à ce moment-là, c'est l'équipe des cardiopathies acquises qui prendra en charge ces patients. Soit ça sera l'indication pédiatrique et là, quelle que soit l'indication, qu'elle soit plutôt un versant respiratoire ou hémodynamique, ce sera l'équipe des cardiopathies congénitales qui prendront en charge ces patients. Alors, vous avez sur la partie gauche de la diapositive les différentes missions que nous avons menées. Vous avez ici donc le découpage, alors qui est ancien, hein, c'est avant bien sûr la Nouvelle-Aquitaine. On est resté sur un découpage, on va dire, ancienne Aquitaine, où vous voyez qu'on va aller, enfin envoyer des missions jusqu'à Périgueux, Agen, Mont-de-Marsan, Pau, Bayonne, sur un territoire qui compte à peu près plus de 3 millions d'habitants. Vous avez ici ce résumé que je viens de vous dire, donc la disposition de notre unité mobile. Soit les indications sont circulatoires, soit les indications sont circulatoires ou respiratoires chez l'enfant, soit les indications sont respiratoires, et vous voyez qu'à chaque fois, c'est des équipes bien différentes, mais qui appartiennent finalement à ce même plateau technique cardio-thoracique, qui vont être missionnées. Et cette organisation a été validée très tôt, hein, après 2009, par nos autorités de tutelle comme le centre de référence. Et donc, on prend en charge toutes les assistances circulatoires ou respiratoires sur notre région. Encore problème technique. Alors, comme je l'ai dit, comme nous avons monté cette unité mobile, hein, nous avons insisté sur le fait qu'il fallait que ça soit une équipe multidisciplinaire. Et vous avez ici donc un réanimateur, un chirurgien cardiaque et un perfusionniste. Ça, c'était au début, dans les années 2009-2010. Et là, ce sont les dernières missions, l'une des dernières missions, où vous avez également un perfusionniste, un animateur de l'équipe de thoracique, dans la personne du docteur Perrier, et puis un collègue chirurgien. Alors, notre mission, quand elle est déclenchée, on va au plus vite au lit du patient, dans l'unité qui est demandeuse, et on ne va pas hésiter à utiliser donc, des transports hélicoportés. Parfois, ça va être par un trajet routier via une VL, alors que le camion du SAMU va suivre secondairement, puisqu'il aura tout le temps d'arriver, le temps qu'on aura mis l'assistance en place. Alors le matériel, on a commencé, on va dire, avec ce qu'on avait, hein, c'est-à-dire un système de rotaflow sur un chariot, vous voyez, chariot conventionnel. En 2017, on a investi dans le CardioHelp. Aujourd'hui, nous avons 3 consoles de CardioHelp disponibles. Et puis, enfin, puisque notre activité a été croissante, on s'est retrouvé quelquefois un petit peu limité avec les simples CardioHelp. Et donc, on a recustomisé nos chariots pour qu'ils soient plus petits,
pour accueillir donc la route à flot et rentrer beaucoup plus facilement dans les camions. Une fois dans l'unité demandeuse, eh ben, c'est mis en place une nouvelle fois sur une approche multidisciplinaire de l'assistance. Et puis un retour à domicile, le plus souvent par voie terrestre, grâce au camion du SAMU, qui est dans un gros gabarit, permettant d'accueillir l'ensemble de l'équipe. Il nous est arrivé essentiellement pour les missions pédiatriques de pouvoir revenir avec l'hélicoptère, mais que lorsque c'est des indications adultes, le plus souvent ça se fait via le camion, ce qui prend un peu plus de temps. Alors, retour à domicile, vous avez ici un exemple, un film donc d'une dernière mission dans le cadre du Covid-19, puisque vous m'avez demandé quelle était l'implication. Vous voyez qu'on a fait quelques missions. Et puis, quand on revient à la maison, c'est ici dans l'unité de réanimation thoracique. Vous voyez que les choses ne sont pas finies, puisque vous avez un patient qui a été assisté et on a continué à mettre en place notre expertise avec ici, par exemple, un décubitus ventral. Donc, c'est un patient sous ECMO. Alors, sur le plan organisationnel, nous n'avons pas de permanence de soins totalement exclusivement dédiée pour cette activité. Et en fait, ce sont les médecins qui sont sur des théâtres d'activité qui vont finalement se libérer pour pouvoir partir en mission. À chaque mission, nous faisons une déclaration auprès de notre direction où on va indiquer le nom du patient, là où on a été, l'heure à laquelle on a été appelé, l'heure à laquelle on est arrivé, l'heure à laquelle on est revenu, vers quelle unité le patient a été dirigé. Je vous rappelle, en fonction de l'indication, ce sont des équipes différentes qui vont prendre en charge, mais bien sûr, elles travaillent main dans la main lorsqu'il y a nécessité d'expertise partagée. On sait du patient, l'indication, le nombre de l'équipe formée, et puis ce rapport est envoyé à la direction du CHU de Bordeaux. Alors, un petit tour sur notre activité. Vous voyez que depuis sa création en 2009, on a quand même tendance à avoir une augmentation, ou en tout cas une stabilité certaine de cette activité qui se résume autour de 10 à 12 missions par an. On a eu un tout petit creux de vague, on va dire, en 2015, qui sont liés essentiellement à des difficultés de ressources médicales. Mais sinon, aujourd'hui, l'activité se maintient entre de 10 à 12 missions. Et vous voyez que depuis 2009, nous avons quasiment une bonne centaine de missions. Alors, quand on regarde ces 116 patients, avec quelques chiffres, je ne vais pas vous arroser trop de chiffres, c'est des patients jeunes, 33 ans en médiane. Vous voyez que la majorité sont des hommes. Ces patients, une fois qu'on les a implantés, ils ont une durée d'assistance qui est de 10 jours, avec plus de 25% des patients qui ont des durées de plus de 3 semaines. L'IGS-2 est en médiane à 51. La mortalité est de 42%. On est quand même dans des situations de choc cardiogénique ou de SDRA réfractaire. Donc, on a quand même des résultats, on peut estimer, relativement satisfaisants. En tout cas, toute cette énergie qui est développée n'est pas développée pour rien. Et puis, je vous ai donné ici, à titre indicatif, la distance parcourue en médiane par mission. Vous voyez quand même que même si c'est 10 km en médiane, vous avez plus de 25% des missions qui se passent à plus de 150 km, donc du CHU. Alors, c'est vrai qu'on est appelé, quelquefois on récuse la proposition, et on a voulu regarder, alors c'est au travers d'un travail de thèse qui n'est pas encore publié, mais j'espère qu'on va pouvoir le soumettre. On a regardé la mortalité de nos patients assistés. L'indication est purement respiratoire pour ce travail, qui comporte à peu près 72 patients, je crois. On a regardé la mortalité à 90 jours des patients assistés par ECMO, 50%, c'est à peu près le chiffre qui est donné dans la littérature, mais regardez, lorsqu'on n'est pas parti en mission, non pas parce que c'était contre-indiqué, parce que par exemple il y a une maladie chronique, etc., où là on a bien fait, puisque vous voyez que la mortalité est de l'ordre de 70%, mais lorsqu'on a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'envoyer l'équipe, et plutôt d'optimiser le traitement, vous voyez qu'on a aussi bien fait, puisque la mortalité chez ces patients était de l'ordre de 20%. Alors, vous m'avez demandé de faire un petit focus sur les patients Covid. Sur Bordeaux, comme un grand nombre de villes, nous n'étions pas en première ligne dans l'accueil
d'accueil des patients Covid, puisque c'était la médecine intensive réanimation qui se situe sur Pellegrin dans l'accueil de ces patients. Néanmoins, comme je vous ai dit, il était prévu que l'on garde l'expertise d'ECMO et qu'on reçoive tous les patients qui nécessiteront de l'ECMO. De par l'ampleur de la crise, on a été amené à recevoir même des patients qui ne nécessitaient pas d'ECMO. Et vous voyez que sur les 24 patients que nous avons reçus, 2 patients donc, ont nécessité une ECMO, ce qui représente 8% à peu près de nos 24 patients admis sur l'évêque, mais qui représente quelques pourcents, puisqu'il y a énormément de patients qui sont restés sur Pellegrin. Je n'ai pas le chiffre aujourd'hui. Si on regarde ces 2 patients, c'est des patients jeunes une nouvelle fois, 60 ans, un peu d'obésité, c'est classiquement décrit. La durée de ventilation était de 6 jours avant qu'on décide de mettre l'ECMO. Des P/R, vous voyez, à 58 ici, malgré 12 de PEP, malgré du décubitus ventral, malgré du NO. Et puis aujourd'hui, ce patient est encore sous ECMO après 23 jours d'assistance. Le deuxième patient, c'est également un patient jeune avec une hypertension, un diabète, une dyslipidémie, un antécédent de coronaropathie et puis un petit peu d'obésité. Une durée de ventilation de 13 jours avant la décision de mettre une ECMO, un P/F extrêmement bas autour de 60. Et ça, c'était un patient qui a bénéficié en fait d'une épuration extracorporelle de CO2 avant la mise en place de l'ECMO, qui malheureusement donc n'a pas été efficace, comme c'est confirmé dans les dernières recommandations. Et donc le patient a pu passer à l'ECMO. Et son ECMO a été sevré hier, donc après 7 jours d'assistance. Donc, si on résume, pour ce qui est du Covid, on retombe sur des indications qui sont tout à fait, on va dire, classiques. On retrouve les P/F ici relativement bas. Vous avez vu que nous, c'était autour de 60 de P/F. Ici, certains auteurs rapportent 80 ou 50. N'oublions pas quand même les contre-indications, parce que même si l'ECMO reste une technique, on va dire, salvatrice, il serait inutile de mettre en jeu des efforts surhumains sur finalement des indications qui ne seraient pas bien ciblées. Alors là, je vous ai mis quelques contre-indications, mais celles-ci doivent être toujours discutées en fonction du terrain, bien sûr. Il faut se mettre une limite d'âge. J'ai mis ici 70, mais quelquefois, on a été amené à mettre des assistants chez patients plus vieux. Bien sûr, les comorbidités, bien sûr, les maladies chroniques avec des mauvais pronostics, bien sûr, les arrêts cardiaques, la durée de ventilation prolongée pour les indications respiratoires, attention. Et puis, lorsque le patient souffre déjà d'une défaillance multiviscérale, j'ai envie de dire que malheureusement, c'est un peu trop tard. Et puis enfin, je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui si on n'avait pas avec nous une équipe extraordinaire. Et vous avez sur cette slide un petit résumé que vraiment, cette unité maudite, comme beaucoup de choses, c'est le fruit d'un travail multidisciplinaire. Voilà, merci à tous.